Si j'ouvre le dictionnaire sous vin, bah, les gens sont assez d'accord, c'est boisson issue de la fermentation du jus de raisin. Point. Le comptoir, hors série, le vin naturel suisse. Si rien ne prédestinait mon invité du jour à travailler la vigne, il confie avoir longtemps entretenu une amitié littéraire avec le vin. Il est aujourd'hui installé à Moutier, dans le Jura bernois, où il effectue avec beaucoup d'humilité et de résilience un important travail sur les cépages résistants. Salut Aurel. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très volontiers. Alors c'est la deuxième fois qu'on discute au comptoir. Tu étais venu pour le premier épisode du comptoir sur le vin naturel, qui était un épisode sur, un petit peu plus large sur le sujet. Et un petit peu moins centré sur toi. Mais du coup, j'avais quand même envie qu'on revienne un petit peu sur certaines choses que tu as évoquées pendant cet épisode-là. Et notamment, tu nous avais parlé de ton amitié littéraire avec le vin. C'est comme ça que ça a commencé, ta passion pour le vin, avec la littérature ? Alors, la passion, la sensibilisation, en tout cas, oui. Ouais. La première immersion, elle est via les mots, ça c'est clair. C'est les études gymnasiales, on va dire quand même, avec des approches baudelairiennes, rabelaisiennes et autres. Mais je dirais le vin se retrouve dans quasiment toutes les littératures. C'est vrai ? Autant qu'elle soit persane, parfois même chinoise, l'ivresse, c'est un ami de l'humain. En fait. Et pas que de l'humain, hein. Certains animaux la pratiquent aussi, mais le vin, je pense que c'est... ouais, il y a quand même une espèce de corrélation entre la culture judéo-chrétienne, on ne va pas se cacher, hein, et le vin, parce qu'il a un rôle assez central quand même. Ouais. Il y a un texte en particulier qui t'aurait marqué ou dont tu te souviens ? Je me souviens des poèmes sur le vin de Baudelaire, oui, justement. Ouais. Et tout Gargantua. Gargantua de Rabelais, pour moi, c'est quand même une référence extraordinaire, je dirais, parce que ça tout touche au gosier, comme ça, notamment les noms. Hein. Ouais. Pantagruel, Gargantua, Gargamel, sa mère, c'est tous des dérivés de gosier. Et j'aime ce rapport à la vie, en général, qui soit au travers des sens premiers, directs, dont le goût en est un. Ouais. Trop bien. Et puis je disais aussi un petit peu en intro, t'as pas un background de vigneron au départ, donc tu as une amitié littéraire avec le vin et puis tu te retrouves un petit peu par hasard à travailler à Madiran, je crois. Mais comment est-ce que tu fais le pas entre la littérature et la réalité ? Justement, moi je suis parti pour faire un voyage, je voulais écrire, moi je voulais être voyageur, écrivain voyageur, ma référence... ultime, c'est Nicolas Bouvier. On ne part pas pour faire un voyage, on laisse le soin au voyage de vous faire ou de vous défaire. D'accord. Il y a plusieurs clins d'œil à Nicolas Bouvier dans mon histoire du vin. Okay. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. En fait, ma recherche de perception des mots m'a conduit à être sensibilisé justement à la réalité des choses. Si moi j'aime le vin, finalement, je dois pouvoir aller au contact physique de la réalité de ce métier. Et ça s'est passé comme ça, et mais tu sans t'es même fait le prévoir. attraper, en fait. Je me suis fait complètement prendre avec. Ok. C'était ma question suivante, un peu de comment tu as fait le pas et tu as décidé de devenir vigneron finalement, quoi. Finalement, j'ai accepté de suivre un petit peu les circonstances de la vie. En fait, les choses se sont mises comme les maillons d'une chaîne qui se mettent les uns après les autres, l'un derrière l'autre, et qui ensemble forment une cohérence. Moi, j'ai juste dit, ça me semble cohérent ce truc-là. Enfin, je me suis retrouvé à découvrir dans le vin la colonne vertébrale en fait de mes différents intérêts sur la vie. Et puis je me suis dit pratiquons quoi. Et c'est cette pratique qui est une école en soi. Ouais. Ah, c'est chouette. Et tes premiers contacts avec la viticulture, la vinification aussi, c'est plus un peu plutôt conventionnel. Toi, tu nous avais dit terrien, je me souviens, c'est un terme que tu avais employé. Assez brusque, assez rude comme ça, assez
assez, comment dire, je vais pas genrer le truc, mais quand même, c'était le Madiran, c'était machiste, hein, faut pas se le cacher. C'est un milieu machiste ou c'est un vin machiste? C'est la tauromachie, hein, là-bas, chez Brumont, dans le château Montus, il en faisait notamment certaines cuvées, et puis c'était vraiment un milieu très masculin, basé sur la performance, sur être devant, être vaillant. Ouais. Je me souviens de ce terme, vaillant. Et alors? Fait presque un peu souci. Alors moi, j'ai beaucoup marché à ça. J'étais un bon compétiteur à l'époque. Ça m'a vraiment, comment dire, ça m'a excité. Tu voulais être dans la compète. J'y suis allé. Et puis, finalement, j'ai vu où ça mène. Ça mène quand même parfois à des impasses. C'est-à-dire que ça ferme l'œillère sur une certaine manière de faire et de travailler, d'obtenir des résultats. J'avais perdu en fait mon rapport premier aux mots, rabelaisien et baudelairien, pour un rapport presque, comment on va dire, un espèce de contrôle puis un contrôle sur la nature pour obtenir quelque chose qui corresponde à nos souhaits. Oui, dominant quoi. Voilà. Ouais. Et j'ai vu que tout d'un coup il y avait un problème. Ça marchait plus. J'étais plus à l'aise. Okay. Et quand on n'est plus à l'aise, enfin, tout d'un coup c'est comme se regarder dans un miroir. On peut encore tourner la tête. Si on est assez loin du miroir, on peut toujours faire autre chose. Mais plus le miroir s'approche, moins on peut tourner la tête. Ouais. Et c'est ça le jeu un petit peu de mon rapport à la vie, c'est de le faire vraiment arriver jusqu'à être dedans, parce que la cohérence, c'est ça, c'est finalement, est-ce que l'image qu'on se renvoie même de soi-même, est-ce qu'elle est juste par rapport à ce qu'on souhaite, puisque c'est celle qu'on va renvoyer aux autres aussi. Tout à fait. Et le vin nature, c'est mon école pour arriver à me dire, tiens, vas-y encore un bout, parce qu'il y a encore du chemin. Ah, c'est beau, c'est beau. J'ai l'impression qu'il y a tellement de déconstruction pour tout le monde dans le vin nature, que ce soit la dégustation, que ce soit l'ouverture d'esprit, que ce soit... Moi, je pense que c'est un monde en soi. C'est un monde extrêmement complexe qui fait référence justement à des émotions intimes, de la présence à la nature. Et du coup, est-ce que quand on est révélé devant ça, est-ce qu'on tient le coup ou non dans notre construction actuelle de la vie? Est-ce qu'elle est... Le vin nature, ça ébranle un peu. Moi, je dirais que c'est un super axiome, notamment par toute la potentiel métaphorique qu'il a. Il ne faut pas oublier quand même. C'est clair. C'est énorme, le vin dans notre société. C'est vraiment gigantesque la place qu'il a. C'est presque... c'est une responsabilité, je dirais presque. Et quand on entre vraiment là-dedans, on se rend compte que... C'est la pulsation presque de la terre pour nous parler. C'est un langage. Pour moi, c'est un langage, le vin. Le vin, c'est vraiment un langage. C'est une langue. Il vient parler à des émotions profondes qui sont de l'ordre de l'ingestion. Vraiment, et ces émotions qui se déclenchent dans notre corps, on doit pouvoir en faire quelque chose. Parce que si on les repousse simplement, finalement, on repousse la nature. Puisque c'est le principe du vin nature, c'est d'être ce révélateur de ce qui est. Sur le moment. Et ça peut être pas plaisant, ça peut être vraiment questionnant, ça peut être des émotions fortes comme ça. Ça peut être désagréable. Mais il faut pouvoir l'expérimenter. Il faut en faire quelque chose. Et se questionner de pourquoi elles sont à ce point-là fortes aussi. Sans vouloir justement esthétiser à tout prix le produit pour que finalement il ne remplisse plus qu'un rôle de cohésion sociale via l'ivresse, mais sans plus du tout de questionnement ou de perspective à offrir ou d'images différentes à proposer. Ouais, c'est vrai qu'on oublie souvent toute cette dimension. On voit surtout l'ivresse dans le vin, dans la bière, dans n'importe quelle boisson alcoolisée d'ailleurs. Et finalement, on perd un petit peu de cette substance. Et c'est vrai que je pense que tu as raison, le vin naturel, il pousse à revenir à ça et à se questionner sur les émotions que ça nous procure. Tu te souviens du premier vin naturel que tu as dégusté et qui soit t'as... Je me souviens. Allez, raconte. C'était au salon, c'était un salon qui faisait à Neuchâtel au tout début, mais c'est il y a longtemps dans les... Je ne sais plus quel bâtiment historique de Neuchâtel, quelques vignerons étaient là, c'était Vincent Forster, je crois, qui organisait ça avec d'autres collègues. Et le premier tour de piste, je retrouvais... une boisson qui vraiment me plaisait pas tant, quoi. Je me disais, mais c'est bizarre, il y a partout des défauts. Puisque j'étais...
si on veut bien éduquer à la justesse et la rigueur d'un produit qui doit plaire via des codes bien établis. Le vin a réussi à bien établir son code d'appréciation. Puis j'essayais de discuter avec les gens, je dis mais je sais pas moi, il me semble qu'il y a un immense voile olfactif là-dedans qui fait qu'il y a un goût bizarre qui prend toute la place, puis la personne me dit le goût de souris là, ouais, il est tout petit là. Petite souris de rien du tout. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vin, enfin de ce que je connaissais du vin. Ouais. Et c'est drôle parce que ça me reste complètement encore dans la tête. Et maintenant, je suis moi-même à devoir défendre ou parler, ou même pas forcément faire une défense, mais à devoir proposer qu'est-ce que c'est parfois ce voile olfactif. Et j'en parle tout autrement, en voyant par expérience qu'est-ce que c'est aussi dans ce que je peux proposer. Et du coup, là, tu nous expliques un peu comment est-ce que tu as découvert le vin naturel et comment ça, au départ, ça t'a pas plu, mais est-ce qu'il y a un vin naturel qui, justement, que tu as pu goûter et qui t'a fait te dire, en fait, c'est ça que je veux faire ? Mais moi, c'est très honnêtement, tous les vins de gens qui en font pas. Okay. Ou qui prétendent pas faire du vin. Génial. C'est assez drôle, mais les gens qui ont une vigne devant la maison, qui mettent ça dans un tonneau, et puis finalement, tu dis, mais c'est très bon ça. C'est complètement questionnant, parce qu'en fait, ces gens-là, qui ne font sans aucun matériel œnologique, sans cave, sans histoire, sans besoin, sans volonté de le vendre et sans prétention à ce niveau-là, tout d'un coup te suscite une émotion parfaite, on va dire, tout d'un coup, désarmant comme ça. Vraiment, ah tiens, oh là, joli coup. Enfin, moi j'ai été plusieurs fois séduit par des vins où les gens s'excusent presque que leur vin, il est vraiment tout simple, et puis de toute façon je sais pas faire. Voilà, comme les grands-parents, les grands-mères ici. Et puis c'est là où je me dis, c'est extraordinaire, parce qu'en fait le goût aussi... Il a été en quelque sorte parasité par les connaissances qu'on a sur le cerveau, puis il se rétrécit de plus en plus pour devenir un produit standardisé qui génère de l'argent. Il y a énormément d'argent. Et dans ces moments-là, tout d'un coup, le goût, c'est tout autre chose. Et on se dit, mais comment c'est possible finalement que ça plaise à ce point-là si c'est tellement différent du cadre. Et ben, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Génial, j'adore. Bon, tu nous as ramené un petit peu de vin. Oui. Tu nous as ramené ta cuvée Embrasser le Brut, qui est un Cabernet Jura. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait le vin ? Moi, je vais nous servir un petit verre. Alors le vin, c'est exactement cette... Alors de nouveau, je dis on pousse à l'extrême le concept de vin nature. Ça reste encore très faux et très prétentieux dans le langage. Je sais qu'on fait de la culture. Point. Si on voulait faire de la nature, on devrait tout laisser faire, aller récolter les baies qui poussent, et ça existe parfois sauvagement sur un arbre, et se débrouiller avec ça. Là, je pratique de la culture, et finalement, les grappes que je récolte, qui sont justement cultivées de la manière la plus naturelle possible, avec une vision non interventionniste, mais qui contient quand même des interventions, je récolte ces grappes et on les met entières dans la cuve, on ferme la cuve et on laisse vraiment le procédé de fermentation se dérouler de manière absolument dans le sens qu'il veut, puisqu'on laisse la grappe entière et la cuve fermée. C'est-à-dire c'est une carbonique. La macération va se déclencher par les levures qui sont sur la peau du raisin. Elle va rester à l'intérieur du raisin, donc très 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 lente comme ça. Et c'est quoi le but, c'est d'avoir ce vin un peu comme dans l'histoire biblique, qui est le fondement de notre culture judéo-chrétienne. C'est une grappe oubliée dans le creux d'un rocher à laquelle Noé retourne et trouve cette boisson tellement enivrante avec un potentiel tellement formidable qu'il en fait un usage immodéré. Et après, il y a des conséquences qui sont très multiples, pas toutes reluisantes. C'est pour ça que l'ivresse est discutable dans certaines de ces biais. Et tout comme elle est réconfortante dans d'autres de ces biais, je garde toujours la phrase de Rabelais à l'esprit: le vin clarifie l'esprit et l'entendement. C'est-à-dire que c'est un révélateur d'âme quasiment. Tac. C'est beau ce que tu nous dis. La macération carbonique, elle est pas mal utilisée dans le milieu du vin naturel, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Disons, je ne sais même pas s'il y a une raison.
mais elle révèle des arômes très, très fins en soi, puisqu'on ne va pas abîmer les baies, on ne va pas érafler le raisin, on ne va pas fouler, on ne va pas faire des remontages. On a vraiment un procédé qui est comment dire, lent et qui privilégie la subtilité de la matière. Ça apporte de la pureté. Ouais, on essaye de se mettre vraiment en retrait de tout ce qu'on aurait envie de faire pour que ça prenne une certaine direction. Pour maquiller un peu. Ouais, ok. Ok. Bah, c'est vrai que on le retrouve dans cette cuvée. Moi, j'aime bien. Effectivement, c'est pur, c'est droit. On a des belles notes de baie noire. De baies noires. Ouais. Ça reste assez végétal aussi. On a cette perception de l'effet liane. Moi, j'aime beaucoup considérer quand même l'effet liane du vin parce que là aussi, dans toute la proposition de la forme de la liane, il y a ce côté torsadé comme l'ADN et l'ARN de l'humain. Donc, j'aime bien voir ce parallèle-là entre notre forme naturelle la plus mystérieuse, encore la plus dense, la plus complexe, et le vin qui vient parler à ça. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que on retrouve ce végétal qui est très qui soutient bien tout le reste. Une autre particularité de ce vin, c'est que il est donc à base de Cabernet Jura. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le Cabernet Jura, c'est un cépage résistant. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu du Cabernet Jura, puis après peut-être qu'on parlera un petit peu plus des cépages résistants aussi. Alors le Cabernet Jura, c'est une obtention, c'est-à-dire le genre Vitis a plusieurs familles qu'on peut, comme le genre humain a plusieurs races, je prends des guillemets, j'essaye parce qu'on peut s'accorder ou pas sur ce genre de trucs, mais qui sont, selon l'endroit où elles ont poussé, qui ont des autres caractéristiques. On peut les mélanger. Elles ne se mélangent pas d'elles-mêmes. C'est toujours un procédé artificiel, c'est de l'hybridation, c'est-à-dire que la vigne est autoféconde. Donc si on veut intervenir dans ce cycle, on doit volontairement aller éliminer le pollen, donc les pistils floraux, juste avant la floraison, et amener un autre pollen. Donc en fait, on va provoquer un mariage arrangé, on va se dire, l'image. Et de ce mariage arrangé, on va récolter les pépins. Chaque pépin de la même grappe sera un fils différent des mêmes géniteurs. Mais qui aura, comme pour les enfants dans un couple, qui aura des caractéristiques différentes. Jamais un pépin sera exactement le même que l'autre. C'est ça. Et ensuite, on doit sélectionner ces pépins selon des critères décidés à la base. C'est de l'arbitraire. Hein. Le critère là pour le Cabernet Jura, c'est la résistance aux maladies. Oui. Et si un cépage est résistant aux maladies, il faut encore l'essayer pour que son goût ait quelque chose d'intéressant à proposer au niveau de la palette aromatique. Parce que si on a un truc super intéressant au niveau de la résistance, mais que personne jamais n'appréciera, ça n'a aucun sens. Si c'est pas bon, c'est voilà. Donc voilà, il faut faire des essais de vinification et encore après de trouver la façon de le vinifier qui révèle au mieux ce cépage. Donc le Cabernet Jura est entre guillemets un Cabernet Sauvignon qui est lui-même déjà un croisement entre le Cabernet Franc et le Sauvignon blanc, recroisé sur des Vitis Amurensis et Rupestris, qui sont des vignes sauvages, l'une originaire des bords du fleuve Amour en Sibérie et l'autre qui est plutôt canadienne, enfin nord-américain. Et leurs caractéristiques? Et qui ont de la résistance au mildiou, à l'oïdium et une plus grande précocité aussi. C'était l'époque où le Cabernet Jura a été obtenu dans les années 90. C'est l'époque où le réchauffement climatique n'était pas autant accéléré qu'il nous le démontre. Donc, c'est un cépage plutôt précoce, adapté au climat jurassien, quoi. C'est pour ça qu'il a été appelé Cabernet Jura. Ouais, génial. Et ça donne de très jolis vins. Est-ce que tu penses que ces cépages résistants, ils sont l'avenir du vin naturel, du vin en général? On commence gentiment à les appréhender, il y a quelques vignerons qui s'y intéressent, mais il y a aussi de la résistance face aux cépages résistants, j'ai l'impression. Comme toujours dans l'histoire, alors moi je reprends très souvent le parallèle avec l'histoire de la langue. Si on lit Rabelais en vieux français, on y comprend presque goutte. Si on lit Rabelais maintenant, c'est bon. La langue va aussi évoluer. Tous ces caractères subjectifs, fondamentalement, sont de l'ordre de l'appréhension. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Ça, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on veut avec les connaissances qu'on a sur le moment.
La viticulture est actuellement une culture assez sensible aux maladies qui nécessite pas mal de traitements sur les cépages vinifera traditionnels. Ouais. Ça a des qualités organoleptiques qui sont basées sur la culture du moment, on va dire. Qu'est-ce qu'on buvait avant? Moi, je me pose toujours ces questions. Est-ce que, par rapport justement au caractère objectif que sont des traitements via des fongicides qui sont des produits parfois dangereux, des insecticides qui sont des produits pour certaines variétés mortelles qui risquent de se retourner contre nous au fil des expériences. On n'a pas encore de recul par rapport à l'utilisation de ces produits. On sait seulement, et ça c'est quand même un problème, qui sont de la revalorisation de stocks d'armes de guerre. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça qu'ils ont le suffixe cide. Le suffixe cide, qu'il soit dans herbicide, pesticide, fongicide, c'est mort, point barre. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut pour notre futur en soi, dont le futur alimentaire. Moi, quelque part, je préférerais m'absoudre de tous ces notions qui ramènent à la mort. Donc, il faut chercher autre chose. Le cépage interspécifique, bien qu'il ait des goûts différents, il a au moins l'avantage objectif de ne nécessiter pas de traitement. Aucun de ces traitements-là. Donc, au moins, il s'absout déjà de ce critère-là. Ensuite, le goût, c'est de la communication. Le goût, c'est aussi le palais travail. La culture, tout ça, c'est des critères subjectifs. Donc on a un cerveau qui est plastique, donc on peut très bien faire, si on veut intégrer certains nouveaux goûts, sachant que même si au premier abord, ils ne sont pas nos goûts favoris ou préférés, si au moins ils sont libres de toutes ces substances qui, finalement, peuvent se retourner un jour contre nous, alors est-ce qu'on veut ou pas faire l'effort, quelque part, de se questionner sur ses goûts Et c'est juste là le jeu, quoi. Ces cépages interspécifiques, pour moi, clairement, ils sont l'avenir. Je le vois dans mon travail, oui. La résistance, elle est indiscutable. Là, on est dans une saison extrêmement difficile. Pour l'instant, on est bientôt mi-juin. On a fait 2 traitements, c'est peu, avec des produits qui sont des tisanes, la poudre de roche, un peu de soufre, un peu de cuivre, mais dans des quantités qui sont vraiment minimes. Moi, je me dis, bon, à tout faire, autant ça, que d'être sans arrêt stressé et de devoir évaluer le temps et d'utiliser finalement des produits qui sont pas forcément... louable, je dirais. Ni louable, ni durable. Si on doit se confronter à la nature comme étant vraiment un être vivant, est-ce qu'on a envie de dire je suis désolé, je fais vite ça pour mon confort, finalement. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de développer une relation vraie à la nature, en faire un élément avec lequel je discute, vraiment, j'échange. Et j'aimerais que cet échange soit sur des bases de compréhension mutuelle. Qu'est-ce qui finalement est favorable et pour l'un et pour l'autre. Comment est-ce qu'on marche ensemble? C'est vraiment de la coopération. La mise en rapport et de la coopération, c'est ça. Et pour moi, oui, les cépages interspécifiques ont vraiment une place là-dedans. Après, culturellement, tout ça, tout est à discuter. Est-ce qu'ils sont naturels? Est-ce qu'ils sont... non, ils sont effectivement issus d'une intervention de l'humain, mais est-ce que un attel ou un téléphone portable est naturel? Est-ce alors on l'utilise d'une manière sans se poser vraiment de questions? Donc pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose sur le goût, sur les choses qui nous Mais tout ça, c'est des sentiments, tout ça, c'est justement, c'est un passé, c'est aussi des loyautés, c'est extrême. Mais le cerveau est plastique, ça c'est la grande joie de le savoir. On peut changer les récits, on peut modifier, on peut percevoir des nouvelles choses, on peut s'ouvrir. Ça s'est fait du vin conventionnel jusqu'au vin naturel pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a moins de 100 ans, on ne parlait pas encore de différentes façons de cultiver des produits alimentaires, à part le lieu où ils étaient ou quoi, puisqu'il n'y avait pas de produits chimiques. Puisque la chimie, c'est une nouveauté à l'échelle de la planète. Or, l'histoire du vin, elle a plus de 4000 ans. Donc, on a bu du vin nature pendant plus de 4000 ans, il ne faut pas se le cacher. Donc, on a réussi à trouver ça appréciable, puisqu'on l'a conservé, alors que ce n'est pas utile ou ce n'est pas indispensable dans notre culture. Donc, on y a quand même toujours trouvé des biais plutôt positifs. Donc il reste de l'espoir pour ces cépages résistants et on se réjouit de voir un petit peu ce que ça donnera ces prochaines années. Mais merci en tout cas Aurel d'avoir fait le déplacement et d'être revenu au micro du comptoir.
Merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était le dernier épisode de ce hors-série sur le vin naturel. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, on vous donne rendez-vous au Stam pour déguster nos sélections de vins naturels. Et tous les lundis sur Coca pour découvrir de nouveaux domaines. Merci beaucoup Aurel. Merci aussi.